j'ai audité 50 auteurs KDP qui galèrent. 50 auteurs différents, 50 niches différentes, même 50 niveaux d'expérience différents. Et j'ai trouvé quelque chose d'absolument frappant. Les mêmes erreurs, encore et encore, chez presque tout le monde. Alors, pas des erreurs de débutants, des erreurs stratégiques profondes que même des auteurs expérimentés font sans le savoir. Et je parie que toi aussi, tu fais au moins 3 de ces erreurs en ce moment. On va donc voir comment les résoudre. C'est parti. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cet audit? Parce que depuis des années, une question revient tout le temps. Elle revient en commentaire, en message privé, dans le cercle, bref, tout le temps. Stan, je fais les choses sérieusement. J'ai publié plusieurs livres, j'ai investi en publicité, j'ai même suivi des conseils, et pourtant, ça ne décolle pas. Pourquoi? Eh bien, pendant longtemps, je répondais au cas par cas. Un auteur à la fois, une situation à la fois. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que les situations étaient différentes, les niches étaient différentes, les niveaux d'expérience étaient différents, mais en réalité, les erreurs, elles, c'était toujours les mêmes. Alors, j'ai décidé d'aller plus loin, de sortir du cas par cas et de regarder vraiment sur 50 auteurs. J'ai analysé leur catalogue complet, donc leur fiche Amazon, leur stratégie de positionnement, leur approche publicitaire quand ils en faisaient, même leur identité éditoriale, leur présence en dehors d'Amazon, absolument tout. Et pas juste ce qu'il y a à la surface, donc pas juste une couverture ou une description. L'ensemble de ce qu'ils construisent ou de ce qu'ils ne construisent pas. Et j'ai sélectionné ces 50 auteurs de façon très précise. Des débutants, donc moins de 5 livres publiés, des intermédiaires, entre 5 et 20 livres publiés, et des auteurs plus expérimentés avec plus de 20 livres. Et que ce soit de la fiction, de la non-fiction, du low content, des niches compétitives, des niches de niches, des auteurs qui ont essayé la pub, d'autres qui n'en ont jamais fait, bref, un beau panel de sélection. Pourquoi cette diversité, me diriez-vous? Parce que je voulais m'assurer que ce que j'allais trouver, ce n'était pas spécifique à un profil. Ce n'étaient pas les erreurs de débutants ou les erreurs des auteurs de fiction. Ce sont les erreurs des auteurs KDP. Et ce que j'ai découvert, ça m'a confirmé quelque chose que je pressentais depuis longtemps, très longtemps. La plupart des auteurs qui galèrent ne galèrent pas parce qu'ils manquent de talent, pas parce qu'ils ne travaillent pas non plus, ou pas parce que leur niche est mauvaise. Ils galèrent parce qu'ils ont des angles morts, des zones de leur stratégie qu'ils ne voient pas. Parce que personne ne leur a jamais montré. Et ce qui m'a le plus surpris dans cet audit, c'est que ce ne sont pas les débutants qui faisaient les erreurs les plus coûteuses. C'est souvent les plus expérimentés. Parce qu'ils avaient construit leur stratégie sur des fondations bancales. Et plus ils construisaient dessus, plus le problème s'amplifiait. Sans jamais remettre en question ce qui était en dessous. Voilà donc les 7 erreurs que j'ai trouvées. Première erreur, la plus fondamentale de toutes, la racine de presque tout le reste, ces auteurs qui n'ont pas de stratégie à long terme. C'est simple, ils pensent livre par livre, mois par mois, publication après publication. Leur seul horizon, c'est le prochain livre. Pas le catalogue dans 2 ans, pas la marque dans 3 ans ou pas le business dans 5 ans. Juste le prochain livre. Et ça, pour le coup, ça crée une agitation permanente. Ils publient, ils attendent, les ventes ne décollent pas, alors ils publient encore. Différemment cette fois-ci, mais dans une autre niche, dans un autre format, un autre style. Et ils recommencent encore et encore. Sans jamais se demander où est-ce que je vais vraiment. Qu'est-ce que je suis en train de construire? Ou même, dans 3 ans, dans 5 ans, à quoi va ressembler mon business? Je vais te donner une image. Imagine quelqu'un qui part en voiture, qui part sans destination, sans GPS, sans aucune carte. Il roule, il tourne à gauche, il tourne à droite, il fait des kilomètres, il dépense de l'essence, il avance, ça c'est indéniable, mais il n'arrive nulle part. Parce qu'il n'a jamais décidé où est-ce qu'il voulait aller. Et bien c'est exactement ce que font ces auteurs. Et le plus douloureux dans tout ça, c'est que c'est pas un manque de travail, c'est un manque de cap. C'est un manque de direction. J'ai vu des auteurs travailler plus de 40 heures par semaine sur KDP, travailler sérieusement, avec une vraie discipline, et pourtant stagner pendant des mois, voire des années. Et j'ai vu d'autres auteurs travailler à peine 10 heures par semaine, mais avec une vision claire, avec un catalogue cohérent, avec une direction précise, et construire quelque chose de très solide en moins de 18 mois. La différence, elle n'est pas dans l'effort, elle est dans la direction.
Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire avoir une stratégie long terme sur KDP? Primo, ça veut dire te poser les bonnes questions régulièrement. Des choses du style, dans 2 ans, combien de livres est-ce que je vais avoir dans mon catalogue? Dans quelle niche est-ce que je veux être reconnu comme une référence? Même, est-ce que je construis une série ou est-ce que je construis des livres isolés? Est-ce que mon business KDP est un business principal ou un revenu complémentaire? Et en fonction de ça, qu'est-ce que je fais ce mois-ci pour avancer dans cette direction? Parce que ces questions-là, elles changent tout. Elles changent tout parce qu'elles transforment chaque décision. Le choix de la prochaine niche, le format de ton prochain livre, ou même l'investissement que tu fais en pub, tout devient cohérent et tout s'inscrit dans quelque chose de plus grand. Et pour le coup, c'est ça la vraie différence entre un auteur qui construit et un auteur qui s'agite et qui court de partout. L'un avance, l'autre tourne en rond. Et très souvent, la seule différence entre les deux, c'est juste cette question: où est-ce que je vais? Deuxième erreur. Celle-là, elle fait mal aussi. Elle fait mal aussi parce qu'elle arrive avant même d'avoir écrit le premier mot de ton prochain livre. C'est ces auteurs qui publient sans valider. Alors, honnêtement, je n'insisterai jamais autant sur celle-ci, je pense. Ils ont une idée, ils la trouvent bonne, ils écrivent, ils publient et ils attendent. Et souvent, très souvent, ils attendent longtemps, très longtemps. Parce que personne n'attendait ce livre. Pas parce qu'il est mal écrit, ou même pas parce que la couverture est mauvaise, mais simplement parce que le marché n'en voulait pas. Ou juste que le marché était déjà saturé sur ce sujet-là. Ou même que la demande, elle était juste trop faible pour être rentable. Ça arrive. Et ça, ils auraient pu le savoir avant d'écrire, avant d'investir des semaines, voire des mois de travail, et avant même de dépenser de l'argent en couverture, en mise en forme, en publicité. Mais ils ne l'ont pas vérifié, parce que personne ne leur a appris à valider une idée. Et c'est exactement pour ça que cette erreur, elle est si courante, parce que ce n'est pas une erreur de paresse, c'est une erreur d'ignorance, une erreur de méthode. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine 2 auteurs. Les 2 ont la même idée de livre sur la même thématique, d'accord? Le premier, il a une idée, il aime l'idée, il écrit, et le deuxième, il a une idée, il valide d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire valider dans ce sens-là? Valider, ça veut dire aller sur Amazon et se poser 3 questions super simples. Est-ce qu'il y a déjà des livres sur ce sujet? Est-ce que ces livres se vendent vraiment? Et est-ce que je peux me différencier de ce qui existe déjà? Si la réponse à la première question c'est non, mauvais signe. Pas parce que tu es le premier, mais parce que l'absence de concurrence sur Amazon signifie très souvent l'absence de la demande. Sur Amazon, la concurrence, c'est une bonne nouvelle, parce que ça prouve que les gens, ils achètent. D'accord? Si la réponse à la deuxième question, est-ce que ces livres se vendent vraiment? Si la réponse c'est non, repose-toi la question. Des livres qui existent mais qui ne vendent pas, c'est un marché qui est mort ou c'est un marché qui est mal adressé. Mais dans les 2 cas, tu dois le savoir avant d'écrire. Et enfin, si la réponse à la troisième question c'est non, tu dois trouver ton angle. Tu dois trouver ton angle parce que publier un livre identique à ce qui existe déjà sur un marché saturé et sans aucune différenciation, c'est une garantie absolue de disparaître dans la masse. Donc, concrètement, comment est-ce que tu valides? Eh bien, tu vas sur Amazon, tu tapes les mots-clés pertinents de ta niche, tu regardes les 14 premiers résultats, les 14 premiers concurrents qui ressortent, tu vérifies leur classement BSR, donc leur Best Seller Rank. Un livre avec un BSR qui est inférieur à 30 000 dans sa catégorie principale, il vend. Il vend régulièrement, c'est une preuve de demande, d'accord? Tu regardes leurs avis aussi. Combien est-ce qu'ils en ont? Est-ce qu'ils sont récents? Qu'est-ce que les auteurs déçus en disent? Parce que les avis négatifs, c'est de l'or. Alors, serre-toi-en, parce qu'ils te disent exactement ce qu'il manque sur le marché et ce que tu pourrais faire en mieux. Et aussi, tu regardes les descriptions. Est-ce que les descriptions se ressemblent toutes? Est-ce qu'il y a un angle qui est inexploité? Est-ce qu'il y a une douleur qui est mal adressée, une promesse que personne ne fait encore? Juste 30 minutes de recherche avant d'écrire un seul mot et tu sais déjà si ton projet vaut la peine d'être lancé ou non, ou si ton énergie mérite d'être investie ailleurs. Le premier auteur de mon exemple, celui qui n'a pas validé, il va découvrir tout ça 3 semaines après publication, quand les ventes ne viennent pas, quand il a dépensé 200 € ou plus en publicité pour rien et qu'il est déjà trop tard.
Le deuxième, lui, il le sait avant même de commencer. Et il a fait un choix éclairé. C'est ça la différence entre publier en espérant et publier en sachant. On l'a déjà dit ensemble dans une autre vidéo, je crois. Mais ça commence ici avant même d'écrire le premier mot. Alors, fais-le. Ok, troisième erreur, et celle-là, elle est invisible. Parce qu'elle ne se voit pas sur les ventes directement, elle se voit sur la confiance. Et la confiance, c'est ce qui précède toujours les ventes. C'est ces auteurs qui ne soignent pas leurs identités d'auteur. Un profil Amazon vide, pas de photo, une bio écrite en 3 minutes à l'IA, générique, impersonnelle ou pire, inexistante. Et le lecteur qui clique sur leur nom, il tombe sur un désert, c'est tout. Zéro confiance construite, zéro raison de les suivre, zéro raison de leur faire confiance, et il repart sans acheter. Alors, je sais ce que tu penses peut-être. Stan, est-ce que les gens y regardent vraiment le profil d'auteur? Eh oui, de plus en plus. Et je t'ai déjà expliqué pourquoi dans une précédente vidéo, mais le lecteur de 2026, il a été berné. Il a déjà acheté des livres décevants. Alors maintenant, il vérifie. Il clique sur le nom, il lit la bio, il cherche qui est cette personne, est-ce qu'elle existe vraiment, est-ce qu'elle a une légitimité sur ce sujet, est-ce que même elle a d'autres livres. Et si la réponse à ces questions c'est rien, pas de photo, pas de bio, pas de présence tout simplement, ben, le lecteur, il va repartir. Il va repartir vers quelqu'un d'autre. Il va repartir vers un auteur qui a pris le temps de construire sa crédibilité. Sur les 50 auteurs que j'ai analysés, la majorité, la grande majorité, avait un profil Amazon bâclé. Pas parce qu'ils s'en foutaient, mais parce qu'ils pensaient que ça n'avait pas d'importance. Que, tout simplement, personne ne regardait ça. Erreur, grosse erreur. Ton profil Amazon, c'est ta vitrine. Et c'est la première chose que va voir un lecteur curieux. C'est ce qui lui dit, cette personne est réelle, cette personne elle est compétente et elle mérite ma confiance. Ou au contraire, cette personne n'existe pas vraiment. Et dans un marché inondé de livres qui sont générés par l'IA, par des profils fantômes, par des auteurs sans visage, un profil soigné, c'est un avantage compétitif qui est massif. Alors il faut le mettre en place. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire soigner son identité d'auteur? Première chose, une photo professionnelle. Alors, je n'ai pas dit obligatoirement un shooting photo à 500 €, ok? Mais une vraie photo où on voit un visage, accessible réel, c'est tout. Deuxième chose, une bio qui crédibilise. Pas de bio où il y a marqué « j'aime écrire depuis que je suis petit ». Pas de bio où il y a marqué « je suis passionné par le développement personnel ». Non, une biographie qui répond à une seule question. Pourquoi est-ce que ce lecteur devrait te faire confiance sur ce sujet? Ça veut dire ton expérience concrète, ça veut dire tes résultats réels, ça veut dire ta légitimité sur le sujet. En 3 ou 4 phrases maximum, ok? Mais direct, concret et mémorable. Donc faites-le. Et enfin, troisième chose, un catalogue cohérent qui est visible. Si tu as plusieurs livres, ils doivent raconter une histoire cohérente. Le lecteur qui arrive sur ton profil, il doit immédiatement comprendre ton univers éditorial. Il doit comprendre ta niche, il doit comprendre ce que tu fais, ce qu'il peut espérer en achetant un de tes livres. Et si tu n'as qu'un seul livre pour l'instant, pas de panique. Un profil soigné même avec un seul livre, c'est infiniment plus fort qu'un profil bâclé avec 20 livres qui n'ont rien à voir ensemble. Parce que la confiance, ça ne se construit pas avec le volume. La confiance, ça se construit avec le soin, ça se construit avec l'attention, avec la preuve que derrière ce livre, il y a une vraie personne qui tient à ce qu'elle produit. Et cette personne, ton lecteur, veut la connaître. Donc, donne-lui cette chance. Quatrième erreur, celle qui arrive exactement au moment où tout devrait décoller, ces auteurs qui lancent mal leur livre. Ils ont travaillé dur, ils ont écrit, ils ont validé leur niche, ils ont soigné leur couverture, ils ont publié. Et là, ils font la même chose, ils attendent. Il n'y a pas de stratégie de lancement, il n'y a pas de momentum initial, il n'y a pas de fenêtre de lancement exploitée, il y a juste publier et espérer. Et c'est une erreur monumentale. Parce que le lancement, c'est le moment le plus important, et je le répète bien, le moment le plus important de la vie d'un livre. Les premières 2 à 4 semaines après publication, c'est là que tout se joue. C'est là qu'Amazon va décider si ton livre mérite d'être mis en avant ou s'il mérite d'être enterré. Et cette fenêtre, pour le coup, une fois qu'elle est passée, elle ne revient pas. Alors, tu peux la rouvrir partiellement avec de la publicité, mais tu ne retrouveras jamais la dynamique d'un bon lancement.
Jamais. Alors, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe concrètement. Quand tu publies un livre sur Amazon, l'algorithme d'Amazon va lui donner une chance. Il va lui donner une fenêtre. Il le teste en gros, d'accord? Et il regarde ce qui se passe. Est-ce que les gens cliquent dessus? Est-ce que les gens l'achètent? Est-ce qu'ils laissent des avis? Est-ce qu'ils finissent de le lire s'ils le lisent en Kindle? Et si ces signaux sont forts, l'algorithme va mettre le livre en avant. Il va lui donner de la visibilité. Il va le montrer à plus de gens. Et les ventes, en fin de compte, elles vont s'alimenter d'elles-mêmes. Par contre, si les signaux sont faibles, l'algorithme va juste passer au suivant. Et ton livre va disparaître sans aucun bruit, sans aucune explication. Vraiment, c'est aussi brutal que ça. Alors, comment est-ce qu'on réussit à créer ces signaux forts dès le lancement? Première chose, évidemment, tu prépares correctement ton lancement avant de publier. Pas le jour J, avant. Tu identifies tes bêta-lecteurs, des gens dans ta niche, des gens qui sont intéressés par ton sujet, des gens qui, en fait, vont lire ton livre et vont laisser un avis honnête à propos de lui. Parce que les premiers avis, c'est crucial, ok? Ces avis-là, ils sont cruciaux. Les tout premiers, ceux qui arrivent dans les 14 premiers jours, ce sont eux qui vont donner confiance aux premiers acheteurs organiques. Et surtout, ce sont eux que l'algorithme d'Amazon regarde en premier. Deuxième chose, tu crées un momentum le jour de la publication. Tu préviens ton audience, ta newsletter si tu en as une, tes réseaux sociaux, ta communauté. Tu crées vraiment un événement autour de ce lancement. Pas juste dire « Salut, mon livre est disponible ». Non, une vraie raison d'acheter maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Troisième chose, tu lances tes publicités au bon moment. Pas 3 semaines après la publication, dès les premiers jours, quand Amazon regarde ce qui se passe pour amplifier le momentum naturel. Pas pour le remplacer, d'accord? Parce que c'est ça l'erreur que je vois le plus souvent. C'est des auteurs qui lancent leur publicité 1 mois après la publication, quand la fenêtre, elle est déjà fermée. Quand l'algorithme, il a déjà décidé. Et après, les auteurs, ils se demandent pourquoi est-ce que leur publicité ne convertisse pas. La publicité, ça amplifie ce qui existe, ok? Ça ne ressuscite pas ce qui est mort. Enfin, sauf si tu veux perdre beaucoup d'argent. Là, tu peux. Donc, le lancement, c'est une stratégie, ok? C'est pas juste appuyer sur publier et attendre. C'est une stratégie préparée avec des actions précises, dans un ordre précis et sur une fenêtre précise, ok? Et les auteurs qui comprennent ça, ils ne publient plus jamais de la même façon. 5e erreur, elle se divise en 2 catégories. 2 profils très différents, mais 2 erreurs tout aussi coûteuses l'une que l'autre. Les publicités sont mal structurées ou inexistantes. Alors, premier profil, c'est l'auteur qui ne fait pas de publicité du tout. Il pense que son livre devrait se vendre naturellement, que si c'est bon, ça marchera. Que la pub, c'est pour les grandes maisons d'édition, c'est pas pour lui. Et il attend. Il attend longtemps en se demandant pourquoi personne ne trouve son livre. Deuxième profil, c'est l'auteur qui fait de la publicité, mais sans vraie stratégie. Il lance une campagne, il met un budget et il attend les résultats. Et soit il perd de l'argent et il arrête, soit il perd pas trop d'argent et il continue sans jamais vraiment comprendre ce qui fonctionne. Dans les 2 cas, le résultat, c'est exactement le même. Des ventes bien en dessous du potentiel réel, un catalogue qui ne travaille pas pour eux et une frustration qui s'accumule. Parlons d'abord du premier profil. La publicité Amazon, ce n'est pas une option, ce n'est plus une option en 2026, pas dans un marché qui est aussi saturé. Si tu ne fais pas de publicité, tu dépends à 100% de la visibilité organique d'Amazon. Et cette visibilité organique, elle se mérite, elle prend du temps, beaucoup de temps même, et dans un marché où des milliers de livres sont publiés chaque jour, attendre que l'organique fasse tout le travail, c'est vraiment se mettre un handicap énorme. C'est littéralement se tirer une balle dans le pied. Okay? La publicité, c'est pas tant une dépense, c'est un investissement. C'est un investissement qui va accélérer la visibilité, qui va amener le trafic, qui va donner à l'algorithme les signaux dont il a besoin. Alors, si tu comptes vraiment devenir riche avec tes livres sans devoir passer par la case publicité, tu risques de mettre un très long moment. Maintenant, le deuxième profil, celui qui fait de la publicité mais qui la fait mal.
Là, je vais te donner les 3 erreurs les plus communes que j'ai vues sur les 50 auteurs audités. Erreur de pub numéro 1, ils ciblent trop large. Ils veulent toucher tout le monde. Alors ils prennent des mots-clés très génériques, ils en prennent beaucoup, ils ont beaucoup d'impressions, ils ont peu de clics, encore moins d'achats et un ACOS qui explose. La publicité qui fonctionne, elle cible précis, c'est-à-dire des mots-clés longs, des mots-clés spécifiques, ceux que ton lecteur idéal va vraiment taper, pas ceux que tu espères qu'il tape, d'accord? Donc réfléchis-y bien. Erreur de pub numéro 2, il ne regarde pas les bonnes métriques. Il regarde la COS, il regarde juste la COS. Et s'il est au-dessus de 70%, il panique et il coupe tout. Mais la COS seule, ça ne dit absolument rien. Ce qui compte en réalité, c'est le TACOS, le Total Advertising Cost of Sales. C'est juste le ratio entre ce que tu dépenses en pub et l'ensemble de tes ventes, donc organiques et publicitaires. Parce qu'une publicité bien faite, elle génère aussi des ventes organiques. Et si tu ne mesures pas ça dans ton calcul, tu prends les mauvaises décisions. Et enfin, erreur de publicité numéro 3, il ne teste jamais. Il lance une campagne et il laisse tourner en mode pilote automatique sans jamais regarder quels mots-clés convertissent, sans jamais couper ce qui ne fonctionne pas et sans jamais amplifier ce qui marche. Une publicité qui fonctionne, ça se gère régulièrement, au grand minimum, au moins une fois par mois, mais pas quand tu y penses, régulièrement, de façon répétée, mensuellement. La pub Amazon, c'est pas sorcier, c'est méthodique, c'est précis, c'est régulier, mais ça s'apprend. Et une fois que tu maîtrises les bases, véritablement, c'est le levier le plus puissant que tu aies pour accélérer tes ventes, sans aucune exception. 6e erreur, celle-là c'est probablement la plus sournoise de toutes parce qu'elle touche des auteurs qui pensent faire les choses correctement, qui pensent piloter leur business, qui regardent leurs chiffres, mais ils regardent les mauvais chiffres. C'est ces auteurs qui mesurent les mauvaises métriques. Pour le coup, je vais te donner l'exemple le plus classique possible. Ils regardent leur revenu mensuel et ils s'arrêtent là, c'est tout. Ce mois-ci, j'ai gagné X euros, c'est bien. Ou ce mois-ci, j'ai gagné Y euros. C'est décevant. Et il passe au mois suivant sans jamais comprendre pourquoi, sans jamais savoir ce qui a généré ce résultat-là, sans jamais identifier ce qui a fonctionné et aussi ce qui a échoué. C'est un peu comme conduire une voiture en regardant uniquement le compteur kilométrique. Ben ouais, tu sais combien tu as parcouru, mais tu sais pas si tu as pris le bon chemin, tu sais pas si ton moteur est en train de surchauffer ou tu sais pas si tu as encore de l'essence. Et un jour, inévitablement, tu tombes en panne sans l'avoir vu venir. Alors, quelles sont les métriques qui comptent vraiment? Première métrique, c'est le taux de conversion. C'est le plus important. C'est juste le pourcentage de personnes qui voient ta fiche produit et qui achètent ton livre. C'est la métrique la plus importante de tous parce qu'elle te dit si ta fiche convainc ou non. Elle te dit pas si tu as du trafic, elle te dit si tu convertis ce trafic. Un livre avec beaucoup de trafic et un taux de conversion faible, c'est une fiche produit qui ne convainc pas. Un livre avec peu de trafic et un taux de conversion très fort, c'est une fiche qui convainc mais qui manque de visibilité. C'est deux problèmes différents avec deux solutions différentes. Mais si tu ne mesures pas ça, tu ne sais pas quel problème tu as, si c'est un problème de conversion ou un problème de visibilité. Deuxième métrique, c'est la fraîcheur des avis. C'est pas le nombre total, d'accord? C'est vraiment la fraîcheur. De quand date ton dernier avis? Il y a une semaine, il y a 6 mois, il y a 2 ans, Amazon, l'algorithme regarde ça. Un livre qui génère des avis réguliers, c'est un livre vivant, d'accord? Un livre dont le dernier avis date d'il y a 18 mois, c'est un livre qui est mort aux yeux de l'algorithme et aussi aux yeux des lecteurs, parce qu'il le met moins en avant. Troisième métrique, la vélocité des ventes. Alors, pas le total des ventes depuis la publication. La tendance, est-ce que tu vends plus cette semaine que la semaine dernière? Est-ce que ta courbe de vente monte ou est-ce qu'elle descend? Parce qu'un livre qui vendait bien il y a 6 mois et qui vend moins bien aujourd'hui, c'est juste un signal. C'est un signal qu'il faut relancer, qu'il faut optimiser, qu'il faut retravailler. Il ne faut pas attendre que ça remonte tout seul. D'accord. Quatrième métrique, c'est le ratio temps investi sur revenu généré.
Et celui-là, très peu d'auteurs le calculent. Pourtant, c'est le plus révélateur de tous. Est-ce que le temps que tu passes sur ce livre, sur cette niche, sur cette stratégie, est-ce qu'il est rentable? Ou est-ce que tu passes 80% de ton temps sur des projets qui génèrent seulement 20% de tes revenus? Parce que c'est souvent ce qui se passe. Et si tu ne mesures pas ça, tu vas continuer à investir ton temps au mauvais endroit sans jamais le savoir. Ces 4 métriques-là, taux de conversion, fraîcheur des avis, vélocité des ventes et ratio temps-revenu, elles te donnent vraiment une image complète et honnête de ton business. Pas juste combien j'ai gagné ce mois-ci, mais pourquoi j'ai gagné ça et comment est-ce que j'améliore ça le mois prochain. C'est ça en fin de compte, piloter son business. C'est pas naviguer à l'aveugle, c'est voir clairement et décider des prochaines actions en connaissance de cause. 7e et dernière erreur, et celle-là je voulais vraiment la garder pour la fin parce que c'est celle qui résume absolument tout, c'est celle qui est la conséquence directe de toutes les autres erreurs, c'est ces auteurs qui ont un catalogue incohérent, des livres qui ne se parlent pas, des niches qui changent à chaque publication, des formats qui varient sans aucune logique, des univers éditoriaux qui sont éparpillés dans tous les sens. Un livre sur la nutrition par là, un roman policier par là, un guide sur la productivité, un livre de coloriage, un essai sur le développement personnel, vous m'avez compris. Tout ça sous le même nom d'auteur, sans cohérence, sans fil rouge, sans aucune identité. Et le lecteur qui arrive sur ce profil, il ne comprend pas qui est cet auteur, qu'est-ce qu'il fait exactement, dans quoi est-ce qu'il est vraiment bon et pourquoi est-ce que je devrais lui faire confiance et lui acheter un livre. Et il repart encore une fois. Cette erreur, je comprends d'où elle vient. Au début, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire quand on démarre l'aventure KDP. On teste, on explore, on fait des essais dans des niches différentes et c'est normal, c'est même nécessaire, vraiment. Mais il y a un moment, et ce moment arrive beaucoup plus vite qu'on ne le croit, où il faut choisir. Ce moment où il faut décider, où il faut construire quelque chose de cohérent. Et ceux qui ne font pas ce choix, ils continuent à publier en se dispersant. Parce que chaque livre repart de zéro. Il y a 0 effet de levier du précédent livre. Il y a 0 audience construite, il y a 0 marque éditoriale. Par contre, les auteurs qui construisent un catalogue cohérent, ils font quelque chose de fondamentalement différent. Parce que chaque livre renforce le suivant. Et chaque lecteur acquis peut devenir un lecteur de plusieurs livres. En fait, chaque publication consolide une identité éditoriale qui est reconnaissable. Et ça, l'algorithme d'Amazon, il le voit. Il comprend qui tu es, il sait à qui te montrer et il te met en avant auprès des bons lecteurs. Automatiquement. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire construire un catalogue cohérent? Ça veut dire choisir une direction. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement une niche pour toute ta vie, mais c'est une direction claire, un fil rouge que le lecteur peut suivre. Pour la non-fiction, ça veut dire rester dans un certain domaine d'expertise, ou dans des domaines connexes, d'accord, avec des livres qui se complètent, des livres qui forment un système et qui amènent naturellement ton lecteur d'un livre à l'autre. Pour la fiction, ça veut dire construire une série ou au minimum un univers qui est reconnaissable, avec un style, un ton, une promesse émotionnelle qui est cohérente d'un livre à l'autre. Un lecteur qui achète le tome 1 d'une série a entre 60 et 70% de chances d'acheter le tome 2. 60 à 70% de chance. Tu imagines ce que ça représente comme levier? Tu acquiers un lecteur une seule fois et il revient tout seul, sans publicité supplémentaire, sans aucun effort marketing supplémentaire. Versus l'auteur qui publie des livres isolés, qui recommence absolument tout à zéro à chaque publication. Un nouveau lecteur à convaincre, une nouvelle confiance à construire, un nouvel investissement publicitaire. C'est le même effort, mais c'est des résultats qui sont complètement différents sur le long terme. Et c'est exactement pour ça que cette erreur, c'est la dernière, parce qu'elle boucle la boucle. Un auteur sans stratégie long terme, erreur numéro 1, il publie sans vision. Et sans vision, son catalogue devient naturellement incohérent. C'est juste les deux faces de la même pièce. Corriger l'une sans corriger l'autre, ça sert à rien. Mais corriger les deux ensemble, là, tu construis quelque chose. Tu construis quelque chose de solide, quelque chose
de durable et quelque chose qui prend vraiment de la valeur avec le temps. Mais maintenant, je dois te dire quelque chose. Ces 7 erreurs-là, je les vois chaque semaine, je les vois chaque jour, sans exception. Je les vois à chaque fois qu'un nouvel auteur arrive dans le cercle. Et à chaque fois, c'est le même moment. Ce moment où ils réalisent, où ils voient exactement ce qui bloquait leur vente. Vraiment, où tout devient clair. Et ce moment, pour le coup, il a une valeur inestimable. Parce qu'avant, ils cherchaient, ils testaient, ils tâtonnaient. Seuls et sans vraiment savoir ce qui n'allait pas. Mais après, ils savent, ils ont un diagnostic précis, un plan clair et quelqu'un pour les accompagner à chaque étape. Parce que c'est ça le vrai problème avec ces 7 erreurs. C'est pas qu'elles sont compliquées à corriger. Vraiment, la plupart sont même vraiment simples à corriger, une fois qu'on les voit. Et le vrai problème, c'est qu'on ne les voit pas seuls, ou très rarement. Parce que quand on est dans son business, on est dedans, on ne voit plus les angles morts. On confirme juste ses propres biais et on continue dans la même direction. Même quand cette direction ne mène nulle part. Et c'est exactement pour ça que le cercle existe. C'est pas juste une communauté, c'est un endroit où chaque semaine, tu sors de ta bulle, où tu confrontes ta stratégie à un regard extérieur, où tu corriges ce que tu ne voyais pas tout seul, ou simplement tu avances avec des gens qui avancent. La plupart des auteurs qui rejoignent le cercle me disent la même chose après quelques semaines. Stan, je me demande ce que j'aurais pu accomplir si j'avais rejoint le cercle plus tôt. Alors, c'est pas parce que le cercle est magique, hein, mais parce que voir clairement, enfin, ça change absolument tout. Ça change la vitesse à laquelle tu progresses. Ça change la confiance avec laquelle tu prends tes décisions. Ça change la façon dont tu construis ton business. Tout change. Alors, si en regardant cette vidéo, tu t'es reconnu dans ces 7 erreurs, si tu as répondu honnêtement à la grille d'audit et si tu as réalisé qu'il y a des zones de ton business que tu n'as pas encore corrigées, le cercle est probablement fait pour toi. Le lien est en description, 30 jours gratuits pour tester, sans engagement. Tu entres, tu regardes, tu décides. Mais une chose est sûre, dans 30 jours, tu verras ton business différemment. Ça, c'est garanti. On est arrivé à la fin de cet audit. 50 auteurs, 7 erreurs et une grille d'audit que tu peux appliquer dès ce soir. Maintenant, j'ai une question pour toi, juste une seule. Combien de ces 7 erreurs tu retrouves sur ton propre business en ce moment? Sois honnête, dis-le moi en commentaire, dis-moi le chiffre, juste un chiffre. Tu le sais, je lis chaque réponse sans exception. Et pour le coup, je peux te promettre que tu ne seras pas le seul à écrire un chiffre élevé. Parce que c'est exactement pour ça que j'ai fait cette vidéo. Alors surtout, n'hésite pas. Bien, maintenant, le moment que vous attendez tous, évidemment, c'est le traditionnel tirage au sort. Chaque semaine, je fais gagner 1 heure de coaching privé avec moi. On ouvre ta grille d'audit, on identifie ensemble tes 2 ou 3 angles morts prioritaires et on va construire un plan d'action concret sur ton vrai business avec tes vrais chiffres. Et le grand gagnant de cette nouvelle semaine est, roulement de tambour, tadam! Félicitations à toi, vraiment bravo. Tu peux me contacter à l'adresse mail qui va s'afficher juste ici et on se réserve une date pour avancer ensemble. Pour les autres, pas de panique, à chaque nouvelle vidéo, une nouvelle heure de coaching est remise en jeu. Pour le coup, ça recommence à zéro et tout le monde a sa chance. Pour participer, c'est ultra simple. 1. Tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait. 2. Tu mets un like à cette vidéo. Et 3. Tu laisses un commentaire. N'importe lequel. Ton chiffre, une question, une réaction, tout compte. Ok ? Et ton nom entre automatiquement dans le prochain tirage. Allez, on se retrouve très vite. Et d'ici là, tu sais ce que tu as à faire. Prends la grille, réponds honnêtement et corrige un angle mort à la fois. Salut!